Florence Ardon, on a parlé beaucoup de l'intolérance, comment on le dépiste. Maintenant, une fois que c'est dépisté, quelles sont les réactions possibles? On parle souvent de l'exclusion alimentaire. Est-ce que c'est la seule chose? Est-ce qu'il y a d'autres manières d'agir sur les intolérances? Est-ce que vous, dans votre expérience, vous avez testé différentes réactions possibles à l'intolérance? Alors effectivement, l'exclusion alimentaire est la première chose à faire dans un premier temps. Mais elle définitive ou partielle? Non, c'est momentané. On parle d'une exclusion pendant, je dirais, à peu près 3 mois. Ça suffit déjà pour bien voir des réactions Au bout de 3 semaines, déjà, c'est radical. L'entourage qui était sceptique en voyant la mine éclatante de ma fille aînée, notamment, a tout de suite compris qu'il y avait quelque chose qui se passait qui était vraiment fondamental. Donc au bout de 3 semaines, on est fixé déjà sur... On sait qu'on est sur la bonne voie. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, donc en complément, mes enfants ont été aussi suivis donc, par un ostéopathe, donc un ostéopathe formé à une méthode spécifique, donc la méthode Gessray. Et je sais aussi qu'il existe des méthodes, notamment la méthode NAET, N-A-E-T, qui est une méthode justement de rééquilibrage des énergies. Alors moi, je ne la connais pas, je n'ai pas eu l'occasion de l'expérimenter, mais au travers du blog, j'ai beaucoup échangé avec beaucoup de parents qui, notamment, ont expérimenté ça et qui, à chaque fois, en ont été absolument ravis. Alors, pour petite précision, NAET, c'est une technique qui mélange aussi bien la kinésiologie, mais la bonne kinésiologie, c'est-à-dire pas les allumés qui font n'importe quoi et qui laissent mourir des enfants. C'est à partir du test musculaire, on teste la force musculaire qui permet d'avoir une indication très spécifique de la réaction du corps par rapport à une agression éventuelle. Et après, on va travailler sur des points d'acupuncture et sur des protocoles avec la respiration, des points, des libérations de certaines zones qui permettent une réaction immunitaire. Donc c'est assez intéressant comme technique. Moi, ça m'aurait beaucoup intéressé. Et en plus, elle est sans limite parce qu'on peut très bien tester n'importe quel produit. Il suffit de prendre le produit, de le mettre en main et de tester la force musculaire pour voir une réaction. Bon, la seule réserve, c'est que si elle veut être bien faite, elle est quand même opérateur dépendante, c'est-à-dire qu'elle va être dépendante de la forme et de l'induction qu'a donné le praticien qui la teste. Mais si le praticien est bien carré, bien dans ses bottes, c'est vrai que c'est une technique très très efficace et très intéressante. Mais c'est difficile de trouver ces fameux praticiens. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus qui sont formés. Il n'y en a pas à côté de chez moi. Et c'est vrai que déjà que les tests ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale, l'exclusion alimentaire génère l'obligation de préparer les repas pour les enfants à la porte à l'école, donc il n'y a pas non plus de prise en charge par la sécurité sociale. L'ostéopathie n'est pas prise en charge non plus, donc tout ça s'ajoute et moi je n'ai pas pu faire cette expérience. J'imagine que vous avez beaucoup de retours sur votre blog justement. Est-ce que les personnes qui testent ces méthodes parlent d'amélioration, parlent même plus qu'une amélioration? Est-ce que quelqueusement l'intolérance disparaît? Complètement. D'accord, donc on a quelquefois ces résultats qui existent, en tout cas des témoignages. Une maman notamment qui était un peu désespérée par son petit garçon qui ne tolérait vraiment pas le gluten, qui était très très fortement intolérant, a réussi à... Enfin, maintenant, elle m'a écrit il n'y a pas tellement longtemps pour dire que grâce à cette méthode, il pouvait manger de tout. Ça veut dire qu'a priori, en tout cas c'est une piste de réflexion, notre système immunitaire peut évoluer par rapport à ça? Obligatoirement. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans notre intestin, on a pratiquement autant de cellules que dans notre cerveau et que ces cellules, donc il y a des bactéries aussi qui ont un rôle extrêmement important. Ces bactéries, je pense, on va découvrir certainement leur rôle dans les années à venir et on va comprendre beaucoup de choses aussi. Mais ces cellules peuvent être modifiées, rééquilibrées. Il y a tout un travail là-dessus qui va pouvoir modifier la réponse à l'aliment. Ceci dit, le reproche que je ferais à la méthode NAET seule, c'est qu'elle permet de réintroduire tous les aliments. Or, aujourd'hui, je pense qu'on est tous concernés par les intolérances alimentaires et je pense qu'on a tous intérêt à ne pas manger la même chose tous les jours, sans arrêt, du lait, du blé, des œufs, etc. Vous voulez dire que c'est aussi un indice qui permettrait normalement de reprendre conscience de son alimentation et de l'adapter, de la varier, c'est ça? Donc, de mon point de vue, je crois qu'il faut vraiment une approche globale. Mes enfants sont aussi allés voir une sophrologue parce que je pense que c'est très important aussi d'avoir une aide psychologique dans ces moments-là où finalement c'est un peu le monde qui s'écroule quand même, parce que du jour au lendemain on dit que voilà, tous ces aliments dont on avait l'habitude, qui sont pour beaucoup des aliments de confort, des aliments de sécurité, des aliments habituels, qui ne connaît pas l'assiette de coquillettes avec du jambon quand il est malade, par exemple, ou le bol de lait chaud. Enfin, il y a des symboliques très fortes. Et là, du jour au lendemain, on vous dit
à vous, mère, que vous ne pouvez plus donner ces symboles-là à vos enfants, ce qui est déjà quelque chose de très perturbant on a l'impression d'avoir vraiment failli quelque part. Et pour les enfants qui ne sont pas bien, on leur dit, en plus, ces choses habituelles qu'on faisait, on ne peut pas les faire. Donc on a besoin d'un accompagnement psychologique. Je crois que c'est vraiment important. Parce que j'imagine que pour un enfant en plus, quand vous disiez lui apporter son repas à l'école, etc., il y a quelque chose qui le différencie en plus des autres. Oui, et ça c'est compliqué. Il y a un accompagnement. Et ça c'est compliqué. Donc très rapidement, moi j'ai développé des recettes qui étaient passe-partout et que justement mes filles pouvaient apporter à l'école fièrement avec des décorations qui plaisaient à tout le monde pour que ça puisse justement paraître... comme ce que les autres mangent. Alors justement, je reviens sur quelque chose, mais l'éviction, le fait d'enlever cet aliment, est-ce que ça ne va pas nous carencer? Alors on sait maintenant, on est assez informé sur ça, les produits laitiers ne va pas nous ni déminéraliser ni décalcifier, ça on le sait. Mais est-ce qu'on arrive à avoir une alimentation relativement équilibrée en évinçant les aliments d'intolérance et ne pas être carencé? Ça va dépendre. De vos bonnes recettes. Oui. Alors, si on réfléchit à ce qu'on donne à manger... Il faut que tu réfléchisses. C'est un peu obligatoire. Il y a une première étape, effectivement, de prise de conscience de ce qu'on met dans notre assiette. Ça, c'est vraiment important. Si on ne réfléchit pas à ce qu'on mange et qu'on se dit « je veux juste du sans lait, du sans gluten », on va au supermarché, on achète sans lait, on achète sans gluten, et là, on est carencé, on devient obèse, on est déprimé, parce qu'on mange des quantités de sucre incroyables. On n'est absolument pas écolo pour un sou, parce qu'on mange de l'huile de palme, des colorants et des horreurs. C'est infect, en plus, au goût. Donc, on est complètement déprimé, c'est affreux. On n'a qu'une seule envie, à mon avis, je pense, c'est d'entrer dans la première boulangerie, de faire une razzia, de manger des fromages. Je pense que là... C'est un symptôme typique du régime, ça crée plus de frustration. Exactement, c'est le principe d'un régime, et là, c'est catastrophique. Si par contre, on se dit, bon, on ne peut pas manger ça, on va donc réfléchir effectivement à ce qui est nécessaire, naturellement, en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour nous, naturellement, on en vient à mettre au centre de l'alimentation les fruits et les légumes. Et les épices. Et là, on mange merveilleusement bien. Et hier soir, par exemple, moi j'ai préparé une soupe très simple avec un petit bouillon de canard, un canard que j'avais, pas un canard que j'avais exactement, mais disons des cuisses de canard. Vous allez chasser, vous allez... Voilà. Et j'ai rajouté du lait de coco, du basilic thaïlandais, et j'en ai fait pour mon mari et pour moi en me disant... Vous avez pas rapporté un petit peu là? Et non, on a tout mangé justement parce que j'en ai fait relativement peu en me disant, bon, les enfants n'y toucheront pas. Mais elles se sont toutes ruées sur... Elles ont l'habitude maintenant d'avoir des saveurs différentes. On a un grand potager, mais ce n'est pas obligatoire. En fait, on modifie notre équilibre alimentaire. Et là, on n'est absolument pas carencé. C'est pas possible. En fait, c'est une question d'éducation. C'est vraiment une façon de prendre en compte cette intolérance comme plutôt une opportunité finalement de mieux comprendre ce qu'on mange. Exactement. Et c'est pour ça que je pense que c'est grâce à mes enfants que j'ai découvert... cette alimentation différente. Au début, c'était dur, évidemment, et je me disais, oh là là, mais pourquoi est-ce qu'elle ne mange pas comme tout le monde, grosso modo, parce que je trouvais ça compliqué. Et en fait, maintenant, je me dis, mais heureusement. Et le médecin qui nous a mis sur cette voie-là avait dit à Héloïse, donc ma fille aînée, qui se plaignait justement d'apporter ses gamelles à l'école et des copains, copines, qui après lui disaient, tu peux me donner ce que toi t'as apporté à manger, mais dans un premier temps, elle était là, mais pourquoi t'apportes ton repas? Et elle lui avait dit, mais tu sais, Héloïse, tu es précurseur dans cette démarche, c'est-à-dire que tu vas voir, dans quelques années, toi, ça fera longtemps que tu auras mangé, que tu auras éliminé des aliments. Et on le voit aujourd'hui, 3 ans plus tard, c'est incroyable, ça explose. Et ce n'est pas une mode. Donc la vie en société, je pense pour les enfants, parce que les adultes, c'est plus gérable, on arrive plus à intellectualiser et à partager, si on ose. Ce qui n'est pas évident. Moi, pour la première fois de ma vie, ce matin, j'ai téléphoné parce que demain, pour des raisons professionnelles, je suis invitée à déjeuner dans un lieu que je ne connais pas. Et j'ai appelé pour dire que je ne pouvais pas manger de lait. Mais c'est la première fois que je le fais. Jusqu'ici, je faisais semblant. C'est compliqué, ça reste compliqué. Justement, parce que le regard des enfants est toujours un tout petit peu plus soit cruel, soit moins en tout cas tolérant. Comment ça se passe, les enfants? Ils reviennent avec des remarques. Maman, il y a quelqu'un qui m'a dit ça et qui m'a dit ça. Non, ou ça passe très bien. Plus maintenant. Il y a des moments où elles en ont vraiment marre ou parce que ça les tente de manger la même chose que les autres.
Donc il y a des moments où c'est difficile, mais à chaque fois qu'on réintroduit la question de manger à la cantine, par exemple, qu'on leur dit bon bah écoute, à la rentrée on t'inscrit à la cantine, hein. Si tu veux manger comme les autres, il n'y a aucun problème. Et là nos enfants nous disent mais enfin tu veux que je meure? Mais tu n'imagines pas. Est-ce que justement, parce que j'imagine que le discours à l'école n'a pas trop changé, on nous dit qu'il faut manger des produits laitiers, etc. Comment réagissent des enfants qui savent très bien que c'est pas aussi simple que ça et que... Mais elles sont très critiques. Oui, j'imagine. Oui. Est-ce que c'est écouté par l'éducation, justement? Est-ce que ça commence à... Alors, ça commence à l'être grâce, justement, à des parents qui viennent. Moi, je suis allée à l'école, j'ai rencontré l'infirmière scolaire. Elle a lu, d'ailleurs, le livre. Je discute, je fais partie des associations de parents d'élèves. Hein, donc, en réunion aussi, je peux dire éventuellement, c'est pas du jeu, on n'est pas en train de rigoler avec ça. Et d'ailleurs, une des institutrices de mes filles m'a dit à la fête de l'école il y a 2 semaines, c'est quand même marrant parce qu'aucune de vos filles n'a raté une journée d'école cette année, alors qu'il y a eu la grippe, il y a eu des gastro, il y a eu des otites, etc. Donc tout le monde a été plus ou moins absent et vos enfants, non. Et là, on peut leur dire, bah oui, vous voyez, c'est pas pour rien qu'on fait ces protocoles alimentaires très contraignants. Alors, justement, là, vous en aviez assez donc, de ne pas pouvoir... alimenter vos enfants normalement, et vous êtes découvert des talents de cuisinière et d'écrivain. Donc vous avez écrit ce bouquin qui s'appelle Les intolérances alimentaires, cuisiner gourmand autrement, c'est vraiment autrement. Et là, dans chaque chapitre, je le feuilletais avec appétit, on trouve chaque fois les recettes qui vont avec l'intolérance, c'est-à-dire comment se priver de produits laitiers, comment on fait une recette, comment se priver d'œufs, comment cuisiner sans les œufs, etc., avec les fruits à coque, etc., etc. Donc toutes ces recettes, elles sont venues comment? Vous avez fait de l'expérimentation? De l'expérimentation. C'était vos enfants qui étaient les Mes tests. enfants étaient les cobayes, alors parfois c'était des cobayes un petit peu malheureux. Elles sont toujours en vie, mais généralement c'était des cobayes assez... c'est ça l'avantage des enfants, c'est que ça a beaucoup d'appétit, donc même quand c'est un petit peu raté, elles trouvaient ça quand même très bon, et puis bon, elles sont encore à des âges où maman est la meilleure cuisinière du monde. Elles ne sont pas objectives, mais c'est pas grave. Mais là, l'avantage, c'est que dans votre ouvrage, vous donnez des substituts, surtout des solutions que je voulais trouver. Très pratiques, en disant, voilà, si vous enlevez ça, si vous voulez plus mouillé, si vous voulez plus ceci ou plus cela, si vous voulez que ce soit plus consistant, vous donnez tous les substituts. Oui. Parce que justement, dans un premier temps, quand on dit par exemple si vous voulez manger sans gluten, on va vous dire allez dans un magasin et acheter un mélange de farine sans gluten. Sauf que le mélange de farine sans gluten, il n'y a pas de farine, ce ne sont que des amidons. Il y a des gommes, des texturants, des ceci, des cela. On ne sait pas d'où ça vient. Et moi, ça ne me plaît pas. Je n'ai pas du tout envie de donner à mes enfants une espèce de poudre comme ça ne me plaît absolument pas. Et donc, plutôt que de dire... Et il y a beaucoup de livres de cuisine, malheureusement, dans lesquels on lit à la place du lait, utiliser un lait végétal. À la place de la farine, utiliser des mélanges sans gluten. À la place des œufs, utiliser un substitut d'œuf de l'industrie. Et ça, je trouve que c'est vraiment très dommage. Donc, en fait, moi, j'ai voulu faire à manger, vraiment pour mes enfants, avec des vraies farines, avec des vrais substituts aux œufs, donc par exemple des graines de lin moulues, qui apportent en plus énormément sur le plan nutritionnel, avec des laits variés, des laits végétaux variés, en sachant pourquoi ceci, pourquoi cela, et sans tomber aussi dans l'extrême qui ferait que je leur donnerais tous les jours la même chose. C'est ça le risque aussi. Et la variété importante. Voilà, parce qu'on peut dire, par exemple, je ne consomme pas de lait, mais consommer du lait de soja tous les jours, et ça, c'est vraiment un problème, parce que si on consomme du lait de soja tous les jours, ou n'importe quoi tous les jours... La systématisation est allergisante. Ouais. Exactement. C'est pour ça qu'au Japon, il y a un nombre d'allergiques véritablement au riz, qui dépasse le nombre d'allergiques au riz dans le monde. Parce que la répétition fait que le système immunitaire ne sait plus le gérer. D'accord, donc vous donnez des solutions, une partie des solutions dans votre livre, et je pense que vous avez un blog aussi. Oui. Je pense que vous tirez aussi de l'expérience de certains autres parents qui vous donnent des pistes et des recherches. Alors aussi. Oui, il y en a quelques-uns, et puis c'est vrai que j'aime aussi innover, donc je partage. Effectivement, le blog permet tout ce partage. Justement, le nom de ce blog? Alors, c'est makanaibio.com. Makanaï. C'est M-A-K-A-N-A-I et bio. Pourquoi et Makanaï? En fait, c'est un mot japonais parce que j'aime beaucoup le Japon et ça, je l'explique. Pourquoi ce mot? Je l'explique sur le blog. C'est en fait l'arrière-cuisine dans des restaurants japonais avec des mets très choisis mais qui ne se voient pas. Donc, c'est tout le contraire d'une cuisine tape à l'œil.
Mais en même temps, c'est une cuisine vraiment de grande qualité, en tout cas sur le plan gustatif. Et puis, il y a ce petit côté aussi ma canaille, parce que c'est justement cuisiner autrement, oser vivre autrement, et parce que comme ça, on est bien, tout simplement. Aujourd'hui, le message que vous voulez vraiment faire passer à travers ce blog, à travers ce livre, si vous pouviez le synthétiser, ce serait quoi? Écouter son corps, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Non, mais sérieusement, s'écouter. Je crois que c'est vraiment fondamental. Et ne pas justement être victime des modes. C'est pas parce que le voisin ne supporte pas le gluten qu'on ne peut pas en manger. C'est parce que soi-même on est malade qu'on ne doit pas en manger. C'est une démarche complètement différente. Je crois que c'est très important de partir de soi et donc déjà de savoir s'écouter. Merci Florence. Merci à vous. Merci.